Tout commence par une décision urgente. Vendre la maison. Une maison chargée d'histoire, de souvenirs, de tensions. Le besoin d'argent est immédiat, pressant, presque vital. Madrid apparaît comme une solution possible, une échappatoire. Mais partir, c'est renoncer. Et quitter Tanger n'est pas une option. C'est ici que tout a commencé. Le retour n'est pas un retour sentimental. Il est pratique, presque froid. Revenir pour les meubles. Revenir pour racheter ce qui a déjà été perdu. Chaque objet a un prix. Chaque souvenir devient une négociation. L'appartement est toujours en vente. Mais quelqu'un y vit de nouveau, en silence, à l'abri des regards. Avec presque rien, juste le strict nécessaire. L'argent manque, le temps aussi. Si l'on tarde, tout sera vendu. La vie continue autour. Un match à regarder, un café de quartier. Même sans bière, les habitudes persistent. Puis vient la demande. Aider à récupérer les meubles. Aider à réparer ce qui peut encore l'être. Mais le passé ne s'efface pas si facilement. Le mal a déjà été fait. Les tensions montent. Les affaires se mêlent aux sentiments. Les mots d'amour résonnent encore, mais sonnent faux. Pour partir, il faudra forcer. Pour rester, il faudra lutter. Et au milieu de tout cela, il reste les souvenirs, les corps, les lèvres, la bouche, un moment suspendu, presque magique, des choses intimes, indicibles, des émotions trop fortes pour être racontées, des sentiments impossibles à oublier. Et cette vérité finale, simple et brutale, il n'est jamais facile d'arrêter d'aimer. Après plus de 25 ans de cris, de masques et de meurtres, Ghostface revient. Scream 7 marque le retour tant attendu de Sidney Prescott, et cette fois, le tueur frappe là où ça fait le plus mal, chez elle. L'histoire nous emmène dans une petite ville tranquille où Sidney a refait sa vie. Elle est mère d'une adolescente et semble enfin en paix, jusqu'à ce qu'un nouveau Ghostface apparaisse. Mais cette fois, la cible n'est pas seulement Sidney. Sa fille devient le nouveau centre de l'obsession du tueur. Sidney comprend qu'elle ne peut plus fuir son passé. Pour sauver sa fille, elle devra replonger dans l'horreur et affronter le masque une dernière fois. Le film se distingue par son ton plus intime et émotionnel. Ce n'est plus seulement un slasher, c'est un drame sur la survie, la maternité et les cicatrices du passé. Mais rassurez-vous, le film n'oublie pas ses racines. Des meurtres inventifs, des faux semblants et un twist final explosif. Le réalisateur promet un hommage au Scream original, mais avec une approche plus psychologique et réaliste du tueur. Et si le tueur n'était pas un inconnu? Si la terreur venait de quelqu'un que Sidney aime? Les fans ont leurs théories, mais rien n'est sûr avant la sortie officielle. Scream 7 promet de conclure un chapitre historique de l'horreur. Le masque tombe peut-être pour la dernière fois, mais les cris, eux, ne s'éteindront jamais. Merci d'avoir survécu à ce résumé. Voici l'histoire de Quartier Libre. Une cité oubliée, enclavée, aux immeubles délabrés, des familles entassées, un quotidien secoué par la précarité. Pierre Bailly, un architecte chargé de rénover la cité, porté par l'idée d'un quartier plus sûr, un quartier plus agréable, synonyme de mixité sociale. Mais face à lui se trouve Nadia, jeune femme vivant dans un bâtiment promis à la démolition. Elle survit dans un monde où trafic et marginalité se mêlent, dans une cité qu'elle considère comme son refuge. Deux mondes opposés, deux destins. Mais lorsque Pierre et Nadia se croisent, c'est tout le quartier qui vacille. Peut-on changer la vie d'un quartier sans briser celle des habitants? Peut-on croire à un avenir nouveau pour ces âmes en quête de liberté? Quartier Libre met en lumière la fracture sociale et l'espoir fragile d'une renaissance urbaine. Deux êtres que tout oppose, et pourtant, peut-être le début d'un amour, ou du moins d'une prise de conscience. Ce film nous plonge dans un dilemme universel. Rénover, détruire, reconstruire. À quel prix? Et surtout, pour qui? Dans l'ombre d'une vie que l'on croyait reconstruite, un secret vieux de plusieurs années s'apprête à tout dévaster. Pour Jennifer Garner, le passé n'est pas un souvenir. C'est une blessure qui refuse de cicatriser. Une seule question hante chaque plan, chaque silence. Qu'est-il arrivé à cet enfant? Naomi Watts entre en scène, apportant avec elle le poids de révélations qui pourraient briser leur monde.
Le voile se déchire, laissant place à une tension électrique. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, et cette certitude devient le moteur d'une quête désespérée. Elle n'était qu'une enfant elle-même à l'époque, une jeune fille perdue dans un tourbillon de décisions qu'elle n'était pas prête à prendre. Mais aujourd'hui, l'instinct de survie et la culpabilité la poussent à bout. Je dois le trouver. Un serment qui résonne comme un défi lancé au destin. La traque commence, mais elles ne sont pas les seules à chercher. L'ombre de ceux qui veulent que la vérité reste enterrée se rapproche dangereusement. Ils arrivent pour nous, et soudain, le thriller psychologique bascule dans l'urgence pure. Des paysages mélancoliques, au face-à-face chargés d'une émotion brute. Woman and Child explore les recoins les plus sombres de la maternité et du sacrifice. C'est une histoire de lien que même le mensonge ne peut rompre. Jusqu'où iriez-vous pour corriger une erreur que vous portez depuis toujours? La vérité a un prix et elle est sur le point d'éclater. Préparez-vous à une immersion totale dans la résilience humaine et la force des promesses tenues. Découvrez Woman and Child au cinéma le 27 mars. En Italie, une quarantaine de migrants, dont un nouveau-né, sont morts dans un naufrage ce matin. Le bilan pourrait être bien plus lourd et il y avait entre 150 et 250 personnes à bord du bateau. C'est justement pour notre système social qu'ils viennent. C'est justement pour se faire soigner gratuitement qu'ils viennent. C'est justement parce qu'ils savent que dans quelques années, ils pourront faire venir leurs enfants, leurs femmes, leurs grands-pères, leurs grands-cousins, etc. C'est pour tout cela qu'ils viennent. Oui, mais oui, ils viennent pour ça. On envahit, on pille, on détruit et on colonise. On est en train de faire un recul en arrière dans nos cerveaux pour faire des mers qui nous entourent des cimetières, des vrais dragons, qui vont dévorer celles et ceux qui sont candidats à l'exil. C'est ça qu'on est en train de faire. L'identité de la France, les contours de l'identité de la France changent, n'ont cessé de changer et vont continuer de changer. On a une devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Sur la question de la fraternité, c'est un peu compliqué d'interdire les gens à aider d'autres gens, quoi. Lorsque les gens quittent chez eux, ils le font pour des raisons impérieuses. Ils ne vont pas prendre des risques insensés, ils ne vont pas dépenser des milliers d'euros auprès de passeurs pour avoir du Dafalgan remboursé par la sécurité sociale ou pour toucher quelques centaines d'euros d'allocation familiale. C'est complètement absurde. Si demain, si on me renvoie chez moi, ils vont renvoyer aussi mon fils. Ce sont nos enfants, nos enfants. Et c'est pas la peine d'entrer dans des considérations juridiques, droit du sol, droit du sang, etc. Ce sont nos enfants dans la société, dans la réalité, dans le système éducatif, dans le système de travail. That sea, that for you is a protection to keep us far, is a monster that eats a lot of refugees, killed a lot of babies, killed a lot of people. What I'm telling to you is a story for you maybe, but for us it's something else. Moi, je crois que quand je serai grand, si j'ai une ferme, je pense que je vais avoir des moutons. Ah ouais? Je sais pas, j'aime bien les moutons. Allez les filles! Papa, j'ai refermé la barrière. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tu sois bien, pas bien, il faut les traire les vaches. Faut trouver la force, des fois un peu l'envie. Tu te poses plein de questions en fait. Vous voyez que vous étiez hyper motivé par la ferme, vous, donc je me suis dit qu'il fallait que je continue. Baisse, nickel. Ah, il y a un vélo! Viens, on l'encourage! Viens là! Attends, moi! Bon allez, on n'est pas des mecs qui font rien, non. Si. Elle me lèche les cheveux, elle me débarbouille. Ça va être cool ces 2 mois de vacances.
Dans Non Justa, réalisé par Teresa Villaverde, nous découvrons un drame humain intense, né des terribles incendies de 2017 au Portugal. Plusieurs mois après ces événements, un petit groupe de survivants tente de reprendre pied dans un monde transformé. On y croise Justa, une petite fille dont le regard porte encore l'écho de la catastrophe. À ses côtés, son père, gravement brûlé, apprend à vivre avec ses blessures visibles et invisibles. Une vieille femme, devenue aveugle, laisse ses autres sens guider ses pas dans un quotidien qui n'est plus celui d'avant. Un adolescent, silencieux, porte en lui un fardeau que les mots peinent à nommer. Ensemble, ils luttent pour se reconstruire. Certains jours, leurs pas les mènent vers l'espoir, d'autres les plongent dans un profond mutisme où la douleur se heurte à l'incompréhension. Ils apprennent à affronter leurs fantômes, à écouter leur silence et à chercher une nouvelle voie dans un monde où tout a changé. Justa explore ces zones fragiles de la mémoire humaine, là où résilience et traumatisme se mêlent, où la douleur la plus profonde ne trouve pas toujours les mots pour se raconter. Un film qui nous confronte à ce que signifie survivre après l'irréparable et à la force intime nécessaire pour continuer, un pas après l'autre. Bradley Cooper revient avec Is This Thing On? Un drame intime et touchant sur la séparation, la redécouverte de soi et le stand-up. Une histoire simple, humaine et profondément vraie. Alex Novak, incarné par Will Arnett, est en pleine crise de la quarantaine. Mari, père et professionnel sans passion, il sent que quelque chose s'est éteint. Face à la routine, il trouve une échappatoire inattendue, le stand-up. D'abord comme un jeu, puis comme une manière de se comprendre lui-même. Pendant ce temps, Tess, jouée par Laura Dern, traverse sa propre tempête. Ancienne athlète, mère dévouée, elle doit redéfinir qui elle est hors du couple. Le film ne parle pas d'un divorce explosif, mais d'une séparation douce, réaliste, pleine de tendresse et de regrets. Deux personnes qui s'aiment encore, mais autrement. À travers le stand-up, Alex met sa vie à nu, ses échecs, ses peurs, son amour perdu. Et peu à peu, il apprend à rire de lui-même. Le film explore comment l'humour peut guérir. Comment parler, c'est déjà se réparer. Bradley Cooper signe ici un film sincère et pudique. Pas de grandes explosions, juste la beauté des petits moments qui font une vie. Is This Thing On? Questionne. Comment continuer à aimer sans être ensemble? Comment rire quand tout semble s'effondrer? Un film sur la fin et les nouveaux débuts. Is This Thing On? De Bradley Cooper. Une histoire sur l'amour, la perte et la vérité qu'on trouve quand on ose parler au micro. Dans un monde où la vérité est une notion devenue malléable, le parti détient le pouvoir absolu sur la réalité elle-même. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces slogans ne sont pas de simples mots. Ils sont les piliers d'une société sous surveillance constante. Winston Smith, un homme ordinaire travaillant au ministère de la Vérité, commence à ressentir les premiers frémissements d'une rébellion intérieure dangereuse. Son crime? Se souvenir. Se souvenir d'un temps où les faits étaient immuables. La bande-annonce nous plonge immédiatement dans cette atmosphère glaciale où le regard du grand frère est partout, scrutant chaque geste, chaque expression faciale suspecte. L'intrigue se resserre quand Winston rencontre Julia. Leur liaison clandestine devient l'acte de résistance le plus subversif qui soit. Aimer par choix. Mais dans l'ombre, la police de la pensée veille. Le film explore avec une intensité renouvelée le concept de la double pensée, cette capacité à accepter simultanément deux croyances comme contradictoires. Si le parti affirme que 2 et 2 font 5, alors la logique doit plier. O'Brien, figure énigmatique du pouvoir, soumet Winston à une pression psychologique insoutenable. La trahison n'est pas seulement physique, elle doit être spirituelle. On ne cherche pas à briser l'ennemi, on cherche à le convertir avant de l'effacer. Les images montrent une Londres décrépite, étouffée par la propagande. Le cri de révolte de Winston se heurte à la froideur des machines et à la délation généralisée. Est-il possible de préserver un coin de son esprit inviolable? Orwell 2+2,5 n'est pas qu'une adaptation, c'est un miroir tendu à notre propre époque sur la surveillance et la désinformation.
La fin de la bande-annonce nous laisse sur une question obsédante. Après 40 années de rumeurs persistantes et de légendes urbaines, le voile se lève enfin sur un trésor oublié de l'histoire musicale mondiale. Des images perdues, témoins précieux de la résidence mythique d'Elvis Presley à Las Vegas et de ses tournées légendaires, ont été miraculeusement retrouvées. Le King revient sous les projecteurs, mais cette fois, c'est lui qui mène la danse. Comme il le confie lui-même, beaucoup de choses ont été écrites ou dites sur son compte, mais jamais selon sa propre perspective, son propre ressenti. Sous la direction visionnaire de Baz Luhrmann, ce film de concert restauré et remasterisé promet une immersion totale et inédite. Sentez la température monter, voyez les lumières se rallumer et entendez la foule rugir à nouveau, comme si c'était le premier soir. Ce n'est pas seulement un documentaire, ni même un simple film de concert. C'est une expérience sensorielle transcendante, conçue pour le plus grand écran possible. Plongez dans la magie indescriptible de ses mouvements de hanches, de son énergie électrique et de cette voix qui a changé le monde. Du glamour des salles de bal aux coulisses intimes, vivez Elvis comme jamais auparavant. Le secret réside dans cette intensité, cette sensation de fragilité et de puissance mêlée. Préparez-vous à voir cette merveille technologique exclusivement en IMAX dès le 22 février, puis partout ailleurs le 27 février. Pierre, Jules et Louise s'aiment sincèrement. Mais quand leurs parents les appellent d'urgence pour les rejoindre dans la maison familiale du bassin d'Arcachon, le temps semble se figer brusquement. Le ton employé est grave, les mines sont sombres, les silences pesants. Les trois enfants imaginent déjà le pire scénario possible. Un divorce imminent, une maladie incurable, ou peut-être même la fin tragique d'une époque heureuse. Le cœur battant, ils attendent le verdict final, prêts à soutenir leurs aînés dans l'adversité la plus totale. Mais la réalité est tout autre, et elle va faire basculer leur univers familial bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer dans leurs cauchemars les plus fous. Le secret éclate enfin. Les parents ont gagné au loto. Et pas n'importe quelle somme dérisoire, une fortune colossale qui dépasse tout entendement humain. Le soulagement initial des enfants est immense, total, libérateur. Mais ce sentiment laisse rapidement place à une toute autre émotion beaucoup plus sombre. L'argent, ce puissant moteur de discorde, s'immisce instantanément entre les membres de cette famille jusqu'ici si unie. Les sourires se crispent, les calculs mentaux commencent, et les véritables personnalités se révèlent enfin sous un jour nouveau. Celui de la cupidité, de l'impatience et de l'avidité. Dès lors, la villa devient le théâtre d'une comédie grinçante, où les répliques fusent et les masques tombent sans aucune pudeur. On ne parle plus de santé, mais de part, d'investissement et d'héritage anticipé. Entre hypocrisie manifeste et mauvaise foi assumée, La patrouille de France, c'est une tour Eiffel qui vole à 700 km/h. C'est des gens qui viennent des quatre coins de la France, qui se connaissent pas, et se rendent compte qu'en fait, on n'est pas si différents. La mission n'est complète que si on va à la rencontre de notre public. On fait l'acrobatie, on met des fumées, mais c'est qu'un prétexte pour parler de valeurs, et ça nous renvoie vers ce que c'est pour nous que d'être français. C'est magnifique, ça inspire, c'est le summum en termes de pilotage. Tous les ans, balle neuve. On change l'équipe, on change la démo, et on est quand même sûr qu'au mois de mai, ça sera prêt. Richie, tu vas devenir maintenant numéro 1. Tu auras dans tes ailes 8 pilotes, 8 familles. Dans la mesure où on va voler très près les uns des autres, on a besoin d'anticiper les réactions de chacun. De voir des avions qui s'agitent tout autour de vous vous met une pression supplémentaire. Ma marge de manœuvre, c'est 50 cm devant, 50 cm derrière. Ça me glace le sang. Quelle est ma culpabilité? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui va devenir de la saison? Est-ce qu'on va tout simplement l'annuler? Je me suis posé la question, est-ce que j'allais pas être le dernier leader de la patrouille de France?
On dit que les pétales de fleurs de cerisier tombent à une vitesse exacte de 5 cm par seconde. C'est une mesure poétique, mais aussi le symbole du temps qu'il faut pour que la distance entre deux êtres devienne une barrière infranchissable. Takaki et Akari étaient autrefois inséparables, liés par une enfance partagée et des sentiments purs. Mais le destin est cruel. Akari déménage, laissant Takaki face au vide immense de son absence. Il tente de maintenir ce lien fragile par des lettres, espérant que les mots suffiront à combler les kilomètres. Un soir d'hiver glacial, Takaki entreprend un voyage désespéré pour la revoir. Le train est bloqué par une tempête de neige, transformant chaque seconde d'attente en une agonie silencieuse. Sous un cerisier dénudé, dans le froid mordant, ils se retrouvent enfin pour un instant d'éternité. Mais les années défilent impitoyablement. La distance physique se transforme lentement en un gouffre émotionnel que même les souvenirs ne peuvent plus combler. Takaki grandit, perdu dans la mélancolie des cieux immenses, cherchant désespérément une étincelle disparue. Akari, de son côté, finit par avancer vers un autre futur. Leur chemin se frôle une dernière fois sur un passage à niveau, alors que les fleurs tombent à nouveau. C'est le récit déchirant d'une connexion brisée par l'espace et le temps. Une méditation sur la douleur de grandir et l'impuissance totale face au courant de la vie. 5 cm par seconde, c'est la vitesse fatidique.